fêlure de Fitzgerald. Toute vie est bien entendu un processus de démolition. Mais les atteintes qui font le travail à coups d'éclat, les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors, celles dont on se souvient, auxquelles on attribue la responsabilité des choses, et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse, n'ont pas d'effet qui se voient tout de suite. Il existe des coups d'une autre espèce, qui viennent du dedans, qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit, et qu'on s'aperçoit définitivement que, dans une certaine mesure, on ne sera plus jamais le même. La première espèce de rupture donne l'impression de se produire vite. L'autre se produit sans presque qu'on le sache, mais on en prend conscience vraiment d'un seul coup. Une observation d'ordre général, avant que je ne poursuive cette histoire. Ce qui caractérise une intelligence de premier ordre, c'est son aptitude à garder simultanément à l'esprit deux idées contradictoires sans pour autant perdre sa capacité à fonctionner. On devrait, par exemple, être capable de voir que les choses sont sans espoir et pourtant être déterminé à les changer. Cette philosophie était adaptée aux premières années de ma vie d'adulte, alors que sous mes yeux se réalisait l'improbable, l'invraisemblable et même souvent l'impossible. La vie était alors quelque chose qu'on parvenait à dominer à condition d'être quelqu'un. La vie se pliait aisément à l'intelligence et à l'effort, ou à ce que l'on parvenait à mobiliser de l'une et de l'autre. Être homme de lettres à succès paraissait romantique. Jamais vous n'atteindriez à la célébrité d'une vedette de cinéma, mais cette notoriété s'attacherait sans doute à vous plus longtemps. Jamais vous n'accéderiez au pouvoir d'un homme aux fortes convictions politiques ou religieuses, mais vous jouissiez sans conteste d'une plus grande indépendance. Bien entendu, s'agissant de votre activité elle-même, l'insatisfaction était permanente, mais, du moins pour ce qui me concerne, jamais je ne lui en aurais préféré une autre. Alors que s'écoulaient les années 20, précédées de peu par ma propre vingtaine, mes deux regrets de jeunesse, n'être pas assez costaud ou assez bon pour jouer au football à l'université, et ne pas avoir franchi l'océan pendant la guerre, se réduisirent à des rêves éveillés puérils, un héroïsme imaginaire, assez efficace pour me faire trouver le sommeil les nuits où je n'y parvenais pas. Les grands problèmes de l'existence semblaient se résoudre d'eux-mêmes, et s'il était trop difficile d'y faire quoi que ce fût, on en était tout de même trop fatigué pour pouvoir songer à des problèmes plus généraux. La vie, il y a 10 ans, était largement une affaire personnelle. Il me fallait contrebalancer le sentiment de la futilité de tout effort par celui de la nécessité de me battre. La conviction que l'échec était inévitable par la détermination à réussir. Plus que cela encore, résoudre la contradiction entre occasion perdue et promesse altière de l'avenir. Si j'y parvenais en triomphant du lot des tracas ordinaires, domestiques, professionnels et personnels, l'ego poursuivrait alors sa course comme une flèche lancée d'un néant à un autre, avec une force telle que seule la gravité pourrait au bout du compte la faire revenir au sol. Pendant 17 ans, si l'on compte une année d'oisiveté et de repos volontaire au beau milieu, les choses se déroulèrent ainsi, chaque corvée ne dessinant qu'une perspective agréable pour le lendemain. Je menais également une vie de bâton de chaise, mais, me disais-je, jusqu'à 49 ans, tout ira bien. Je peux compter là-dessus. Pour un homme qui a vécu comme j'ai vécu, c'est tout ce qu'on peut demander. Et puis, 10 ans avant cette ligne des 49 ans, je me rendis soudain compte que j'étais fêlé avant l'heure. Il y a, à vrai dire, bien des manières de se fêler. Cela peut se produire dans la tête, auquel cas tout pouvoir de décision vous est retiré au profit des autres, ou dans le corps, lorsqu'il n'est plus possible que de se soumettre à l'univers blanc de l'hôpital, ou bien ce sont les nerfs qui craquent. W.M. Seabrook, dans un livre sans concession, raconte avec une certaine fierté et un dénouement digne du cinéma la façon dont il passa à la charge des contribuables. Ce qui le conduisit à l'alcoolisme, où il était lié, ce fut l'effondrement de son système nerveux.
Bien que l'auteur de ces lignes n'ait pas eu à se débattre dans pareil arrêt, n'ayant alors pas touché au moindre verre de bière depuis 6 mois, ce furent ses réflexes nerveux qui le trahirent. Colères excessives, larmes surabondantes. Qui plus est, et pour en revenir à ma thèse selon laquelle la vie passe à l'offensive de diverses façons, je me rendis compte que je m'étais fêlé, non au moment où le coup m'atteignit, mais au cours d'une rémission. Peu de temps auparavant, dans le cabinet d'un grand médecin, j'avais entendu prononcer une lourde sentence, avec ce qui, rétrospectivement, apparaît comme une certaine égalité d'âme. J'avais continué de vaquer à mes affaires dans la ville où je vivais alors, sans trop me soucier, sans trop penser à ce qu'il me restait à faire, ni à ce qu'il adviendrait de telle ou telle de mes responsabilités, comme font les gens dans les livres. J'étais convenablement assuré et, de toute façon, je n'avais été qu'un médiocre gérant de la plupart des choses qui m'avaient été confiées, mon talent y compris. Mais tout mon instinct me dictait soudain de demeurer seul. Je ne voulais voir absolument personne. J'avais passé ma vie à voir un si grand nombre de gens. J'étais relativement sociable, mais j'avais plus qu'une tendance à identifier ma personne, mes idées et ma destinée, à celle de toutes les classes avec lesquelles j'entrais en contact. Je passais mon temps à sauver ou à être sauvé. L'espace d'une seule matinée, je pouvais connaître toute la gamme des émotions qu'il est possible d'attribuer à Wellington lors de la bataille de Waterloo. Je vivais dans un monde d'ennemis impénétrables et d'amis et d'alliés inaliénables. Mais alors, désirant être absolument seul, je m'arrangeai pour m'isoler autant que possible des soucis ordinaires. Ce ne fut pas une période malheureuse. Je m'éloignais, il y eut moins de gens. Je m'aperçus que j'étais vanné. Je pouvais rester couché et je le faisais avec plaisir, dormant ou somnolant parfois 20 heures par jour et m'efforçant avec énergie de ne penser à rien durant les intervalles. Au lieu de cela, j'établissais des listes. J'établissais des listes avant de les déchirer, des centaines de listes, de commandants de cavalerie, de joueurs de football, de villes, de chansons populaires et de lanceurs de baseball, des moments heureux, de mes passe-temps et des maisons dans lesquelles j'avais vécu, du nombre de mes complets depuis que j'avais quitté l'armée, ainsi que de mes paires de souliers. Je ne comptais pas le costume que je m'étais acheté à Sorrente, parce qu'il avait rétréci, ni les mocassins, la chemise d'habit et le col que j'avais trimballé des années sans les mettre, vu que le cuir des mocassins, ayant pris l'humidité, s'était grenellé et que la chemise et le col avaient jauni et s'étaient moisis d'amidon. Et puis, des listes des femmes qui m'avaient plu, et des fois où je m'étais laissé snober par des gens qui ne m'étaient supérieurs ni par la personnalité, ni par les compétences. Et alors, de façon surprenante, je me sentis mieux. Et je me fêlai comme une vieille assiette dès que j'appris la nouvelle. Ce qu'il fallait y faire va devoir demeurer dans ce que l'on appelait jadis la matrice du temps. Qu'il me suffise de dire qu'après 1 heure passée dans la solitude à étreindre mon oreiller, je commençais à me rendre compte que, depuis 2 ans, ma vie avait consisté à tirer sur des réserves que je ne possédais pas, que je m'étais physiquement et moralement hypothéqué jusqu'au cou. Que valait en comparaison le peu de vie qui m'était donné en échange? Alors que je m'enorgueillissais naguère du sens que je donnais à ma vie et de ma confiance en une indépendance durable. Je compris qu'au cours de ces 2 années, afin de préserver quelque chose, un silence intérieur peut-être, mais peut-être autre chose, je m'étais sevré de toutes les choses qu'auparavant j'aimais, que le moindre geste, de la brosse à dents du matin jusqu'au dîner avec un ami, m'était devenu pénible. Je m'aperçus que depuis longtemps déjà, je n'aimais plus ni choses ni gens, me contentant de faire semblant, sans conviction, tant bien que mal, de les aimer. Je m'aperçus que même l'amour que je portais à ceux qui m'étaient les plus proches n'était plus que tentative d'amour, que mes contacts quotidiens les plus ordinaires, avec un directeur de journal, un marchand de tabac, l'enfant d'un ami, se bornaient à ce que je me rappelais devoir faire, comme par le passé. Un mois suffit pour que bientôt m'exaspérasse le bruit de la radio, les réclames des magazines, les crissements des rails comme le silence de mort de la campagne, me révulsa la douceur humaine, me rendit agressif dans l'instant, mais dans le secret, toute manifestation de dureté.
Je détestais la nuit parce que je n'arrivais pas à dormir. Le jour, parce qu'il conduisait à la nuit. Je me couchais désormais du côté du cœur, sachant que plus vite je fatiguerais cet organe, si peu que ce fût, plus tôt arriverait l'heure bénie du cauchemar qui, comme une catharsis, me permettrait de mieux accueillir le jour nouveau. Il y avait encore des lieux, des visages dont je supportais la vue. Comme la plupart des gens du Middle West, je n'ai jamais eu que les préjugés raciaux les plus vagues. J'ai toujours nourri un faible secret pour les adorables et blondes scandinaves qui passaient leur temps assis sur les galeries de Saint-Paul, mais n'avaient pas encore connu la réussite économique nécessaire pour faire partie de ce qui était alors la bonne société. Elles étaient trop bien pour être des poulettes, trop récemment sorties de leur campagne pour s'être ménagées une place au soleil, mais je me rappelle avoir fait des tours et des tours des mêmes pâtés de maison, rien que pour apercevoir une seconde leur éclatante chevelure, révélation éblouissante d'une fille que je ne connaîtrai jamais. Ce sont là vulgaires propos de citadins, des choses qui ne se disent pas, qui nous éloignent du fait que, ces derniers temps, je ne supportais plus la vue des Celtes, des Anglais, des politiciens, des inconnus, des habitants de Virginie, des Noirs clairs ou foncés, des chasseurs, ni celle des vendeurs, ni plus largement des intermédiaires, de tous les écrivains. J'évitais soigneusement les écrivains, capables comme personne d'entretenir les embêtements. Pas plus que toutes les classes en tant que classe et la plupart des gens en tant que membres de leur classe. M'efforçant de me raccrocher à quelque chose, j'aimais bien les médecins, les petites filles jusqu'aux environs de 13 ans et les petits garçons bien élevés à partir d'à peu près 8 ans. Avec ces rares catégories de gens, je connaissais paix et bonheur. J'oubliais d'ajouter que j'aimais bien les vieillards, les hommes au-dessus de 70 ans, parfois 60 pour peu que le temps eût marqué leurs traits. J'aimais le visage de Katharine Hepburn à l'écran, malgré la prétention qu'on lui attribuait, et le visage de Miriam Hopkins, ainsi que mes vieux amis, à condition de ne les voir qu'une fois par an et de me rappeler leurs fantômes. Voilà qui manque un peu de bienveillance et de vitalité, non ? Eh bien, mes enfants, c'est justement à cela qu'on reconnaît la fêlure. Ce n'est pas un joli tableau. Bien entendu, il a été transporté de ci, de là avec son cadre pour être montré à divers critiques. On ne peut décrire l'une de ces personnes que comme quelqu'un dont la vie fait ressembler celle des autres à la mort, même cette fois-là, alors qu'elle tenait le rôle généralement ingrat du consolateur de Job. Bien que cette histoire soit terminée, qu'il me soit permis d'y ajouter notre conversation en guise de post-scriptum. « Au lieu de pleurer sur ton sort, écoute-moi », me dit-elle. Elle dit toujours « écoute-moi », parce qu'elle réfléchit à haute voix, et elle réfléchit vraiment. Donc elle me dit « Écoute-moi, imagine que la fêlure ne soit pas en toi. Imagine que ce soit la faille du Grand Canyon. »« C'est bien en moi qu'elle est, » répliquai-je héroïque. « Écoute-moi, le monde n'existe que par tes yeux, l'idée que tu t'en fais. Tu peux le rendre aussi immense ou aussi minuscule que tu le désires, et tu t'acharnes à vouloir être un petit individu sans importance. Bon Dieu, si jamais c'était moi qui me fêlais, je ferais tout pour que le monde se craquelle aussi. Écoute-moi, le monde n'existe que par la façon dont tu l'appréhendes. Il vaut donc beaucoup mieux dire que ce n'est pas toi qui comporte une faille, mais que c'est le Grand Canyon. Alors, mon bébé, il était bon ton petit Spinoza ? Spinoza, je ne connais pas. Tout ce que je sais, et elle m'entretint de ses malheurs anciens, source à l'entendre de douleurs plus considérables que les miennes, de la manière dont elle avait fait face, en avait triomphé, les avait vaincus. Je ne fus pas sans réagir à ce qu'elle me disait, mais je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit très vite, et je me dis dans le même temps que, de toutes les forces de la nature, seule la vitalité ne se communique pas. Les jours où l'énergie entrait chez vous sans octroi, on s'efforçait de la redistribuer, sans jamais y réussir. Pour rendre la métaphore un peu plus incohérente encore, la vitalité ne prend jamais. Vous en avez ou vous n'en avez pas. C'est comme la santé, les yeux marrons, l'honneur ou une voix de baryton. J'aurais pu lui demander de m'en donner un peu, bien emballé, prêt à cuisiner et digérer à la maison, mais jamais je n'en aurais obtenu, même si j'avais attendu 1000 heures,
attendre la sébile de mon apitoiement sur moi-même. Je ne pus que m'éloigner de sa porte, en me tenant avec autant de précaution qu'on tient une faïence fêlée, pour rejoindre ce monde d'amertume où je vivais des quelques ressources qu'on y trouve disponibles, et me citer à moi-même au sortir de chez elle « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Recoller les morceaux. Dans un article précédent, l'auteur de celui-ci racontait comment il avait compris que le plat qu'il avait devant lui ne correspondait pas à ce qu'il avait commandé pour fêter sa quarantaine. En fait, ce plat et lui ne faisaient qu'un. Il se comparait à l'assiette fêlée dont on se demande si elle vaut la peine qu'on la conserve. Votre rédacteur en chef trouva que l'article suggérait trop de perspectives, sans s'attarder suffisamment à aucune, et sans doute, de nombreux lecteurs éprouvèrent-ils le même sentiment. En plus, il y a toujours ceux aux yeux de qui toute confession est méprisable, à moins de s'achever par de nobles remerciements aux dieux pour avoir conçu l'âme indomptable. Mais cela faisait trop longtemps que je remerciais les dieux, et que je les remerciais pour rien. Je voulais agrémenter mon curriculum d'une complainte, sans même les monts euganéens à l'arrière-plan pour lui conférer un peu de couleur. Je n'apercevais en effet pas trace du moindre mont euganéen à l'horizon. Parfois, cependant, il faut garder à l'office cette assiette fêlée, continuer à l'utiliser pour la maison. Il n'est plus possible de la faire chauffer sur la cuisinière, ni de la laver avec les autres dans la bassine. On ne peut pas s'en servir quand on reçoit, mais elle garde son utilité pour présenter des gâteaux secs tard dans la soirée ou pour y poser les restes qu'on met dans la glacière. D'où ce nouvel épisode, la suite de l'histoire d'une assiette fêlée. D'ordinaire, le remède recommandé à qui déprime consiste à tourner ses pensées vers ceux qui connaissent pour de bon la misère ou la douleur physique. Il s'agit là d'un baume spirituel standard pour toutes les idées noires, ainsi que d'un conseil raisonnablement salutaire dont chacun peut faire son profit durant la journée. Mais à 3 heures du matin, un paquet oublié prend une importance aussi tragique qu'une condamnation à mort, et ce remède est sans effet. Or, quand règne dans l'âme une véritable nuit noire, il est toujours 3 heures du matin, jour après jour. À cette heure-là, on a tendance à refuser de regarder les choses en face aussi longtemps que possible en se réfugiant dans un rêve infantile, mais on est toujours tiré par divers contacts avec le monde. On s'en occupe alors aussi vite et aussi superficiellement que possible, avant de retourner se réfugier dans le rêve, en espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes par la grâce de quelque prodigieuse aubaine, matérielle ou spirituelle. Mais plus la retraite se prolonge, moins l'aubaine est probable. On attend plus alors que s'estompe un chagrin particulier, devenant bien plutôt l'involontaire témoin d'une exécution, de la désintégration de sa propre personnalité. À moins que ne s'en mêle la folie, la drogue ou la boisson, cette phase aboutit au bout de quelque temps à une impasse. Lui succède alors la tranquillité du vide. On peut, dans cet état, tenter d'évaluer de quoi on a été dépouillé et ce qui demeure. C'est seulement quand ce calme me vint que je me rendis compte que j'avais vécu 2 expériences parallèles. La première fois, c'était il y a 20 ans, quand je quittais Princeton en 3e année après m'être plaint de troubles qu'on identifia comme symptômes de la malaria. Une radio passée, une 12aine d'années plus tard, révéla qu'il s'était agi de tuberculose. Sans gravité, je devais réintégrer l'université après quelques mois de repos. Mais j'avais perdu certains postes, le principal étant la présidence du Triangle Club, notion relevant de la comédie musicale, et je dus aussi reculer d'une classe. Pour moi, l'université ne serait plus jamais la même. Nulle décoration honorifique, nulle médaille, en fin de compte. Il me sembla, un après-midi de mars, que j'avais perdu absolument tout ce que j'avais désiré. Et ce soir-là, pour la première fois, je me lançais à la poursuite de ce spectre de la femme qui, un temps, fait perdre toute importance au reste.
Des années plus tard, je compris que mon échec à devenir un type important au sein de l'université avait été un bien. Au lieu de siéger dans des commissions, je pris une volée en poésie anglaise. Lorsque j'eus enfin compris de quoi il s'agissait, j'entrepris d'apprendre à écrire. Si l'on part du principe de Shaw selon lequel, si l'on n'a pas ce que l'on aime, mieux vaut aimer ce que l'on a, ce fut un coup de veine. Mais sur le moment, je trouvais dur et amer de comprendre que ma carrière de meneur d'hommes venait de s'achever. De ce jour, je n'ai plus jamais réussi à congédier un domestique qui ne faisait pas l'affaire, et ceux qui en sont capables m'étonnent et m'impressionnent. Un ancien désir de domination personnelle s'était brisé, volatilisé. La vie qui m'entourait était un rêve majestueux, et je vivais des lettres que j'écrivais à une jeune fille dans une autre ville. Aucun homme ne se remet de pareils ébranlements. Il devient quelqu'un d'autre et, au bout du compte, cette nouvelle personne trouve de nouveaux sujets de préoccupation. L'autre épisode parallèle à ma situation actuelle s'est déroulé après la guerre, alors que j'avais de nouveau trop prêté le flanc au danger. Il s'agissait d'une de ces tragiques amours condamnées à l'avance par le manque d'argent. Un jour, simple effet du bon sens, la jeune fille concernée y mit fin. Au cours d'un long été de désespoir, j'écrivis un roman au lieu d'écrire des lettres, de sorte que tout finit bien, mais finit bien pour un être différent. L'homme qui faisait teinter l'argent dans ses poches et épousa la jeune fille l'année suivante devait toujours nourrir méfiance et animosité envers la classe de loisirs, née non de la conviction du révolutionnaire, mais de la haine inextinguible du paysan. Malgré toutes ces années, je ne suis jamais parvenu à cesser de me demander d'où mes amis tiraient leur argent, ni de me dire qu'il fut un temps où l'un d'entre eux aurait pu faire valoir une sorte de droit de seigneur pour s'approprier celle que j'aimais. Pendant 16 ans, j'ai vécu à peu près comme cet homme-là, me défiant des riches tout en travaillant pour gagner de l'argent qui me permettrait d'avoir en commun avec eux la liberté de mouvement et la grâce dont quelques-uns animaient leur existence. Au cours de cette période, nombreux chevaux de l'adage ont été tués sous moi. Je me rappelle le nom de certains. Orgueil dégonflé, espoir déçu, infidèle, fanfaron, coup dur, jamais plus. Et puis, au bout d'un moment, je n'eus plus 25 ans, puis même plus 35, et rien n'avait plus la même saveur. Mais de toutes ces années, je ne garde pas souvenir d'un seul moment de découragement. Je fus témoin des périodes suicidaires que traversaient des gens honnêtes. Certains renoncèrent pour de bon et moururent, d'autres s'adaptèrent et connurent plus grand succès que le mien. Mais jamais mon moral ne sombra plus bas que le dégoût de moi-même lorsqu'il m'arrivait d'offrir aux autres un lamentable spectacle. Les ennuis n'avaient pas nécessairement de rapport avec le découragement, ce dernier abritant son microbe spécifique, aussi différent de celui des ennuis que l'arthrite l'est d'une ankylose. Quand un ciel nouveau cacha le soleil au printemps dernier, je ne fis pas tout de suite le lien avec ce qui s'était passé 15 ou 20 ans plus tôt. Ce n'est que peu à peu qu'apparut un air de famille, flanc dégarni, chandelle qui brûle par les deux bouts, appel à des ressources physiques dont je ne disposais pas, comme un découvert à la banque. L'impact de ce choc fut plus violent que les deux autres, mais il était de nature identique. Impression de me trouver au crépuscule sur un champ de tir désert, une carabine vide à la main, les cibles gisant au sol. Pas de problème à résoudre, rien que le silence et le bruit de ma respiration. Ce silence recouvrait une irresponsabilité sans borne à l'égard de toute obligation, un affaissement de toutes mes valeurs. Une fois passionné en l'ordre, un total mépris des mobiles et des conséquences au profit de l'intuition et de la prophétie, le sentiment que la compétence et l'industrie auraient leur place dans n'importe quel univers. Toutes ces convictions, et d'autres, se trouvèrent successivement balayées. Je compris que le roman, qui à l'époque de ma maturité était l'instrument le plus puissant et le plus souple permettant de transmettre émotions et pensées d'un être humain à un autre, passait sous la coupe d'un art mécanique et communautaire qui, aux mains de Hollywood ou des idéalistes russes, ne pouvait plus refléter que la pensée la plus triviale, l'émotion la plus convenue. C'était un art dans lequel les mots étaient subordonnés aux images, où la personnalité, abrasée, rétrogradait au plus bas rapport exigé par la collaboration. Déjà en 1930, je me doutais que le cinéma parlant allait condamner le plus lu des romanciers au même archaïsme que le cinéma muet. Certes,
On lisait encore, quand ce n'aurait été que le livre du mois du professeur Canby. Des enfants curieux reniflaient la prose visqueuse de Mr. Tiffany Tailleur sur les tourniquets des drugstores. Mais il y avait quelque chose d'indigne, d'ulcérant qui, chez moi, confinait à l'obsession. Avoir ainsi subordonné le pouvoir de l'écrit à un autre pouvoir, plus clinquant, plus vulgaire. Je donne ici un exemple de ce qui me hantait au cours de ma longue nuit. C'était quelque chose que je ne pouvais ni accepter ni combattre. Quelque chose qui tendait à périmer mes efforts aussi vite que je les consentais, comme les magasins à succursales ont fini par démolir le petit commerce. Une force extérieure, insurmontable. J'ai maintenant l'impression de prononcer une conférence. Je regarde la montre posée devant moi pour voir combien il me reste de minutes. Donc, quand j'entrais dans cette période de silence, je me vis contraint à une mesure que nul ne prend jamais volontairement. Je fus forcé à réfléchir. Mon Dieu, comme ce fut difficile de déplacer ainsi d'énormes malles pleines de secrets. Faisant, épuisé, une première pause, je me demandais s'il m'était déjà arrivé de réfléchir. Au bout d'un long moment, je parvins aux conclusions que je transcris ici. Petit 1. Il m'était rarement arrivé de réfléchir, sauf aux problèmes de mon métier. 20 ans durant, le même homme m'avait servi de conscience intellectuelle. C'était Edmund Wilson. Petit 2. Un autre homme représentait à mes yeux la vraie vie, même si je ne le voyais qu'une fois tous les 10 ans, et qu'il pouvait très bien avoir été pendu depuis. Il fait dans la fourrure, dans le nord-ouest, et n'aimerait pas lire son nom ici. Mais dans les circonstances difficiles, je m'étais efforcé d'imaginer ses pensées, la façon dont lui aurait agi. Petit 3. Un troisième de mes contemporains m'avait servi de conscience artistique. Je n'avais pas imité son style contagieux, mon style à moi, pour ce qu'il vaut, ayant pris forme avant qu'il eût rien publié. Pourtant, quand je rencontrais une difficulté, sa force d'attraction était terriblement puissante. Petit 4. Un quatrième homme avait fini par informer mes rapports avec les autres lorsqu'ils étaient de bonne qualité. Comment faire, quoi dire? Comment rendre les gens heureux, au moins momentanément? À la différence des théories de Mrs. Post qui expliquent comment mettre tout le monde parfaitement mal à l'aise grâce à une sorte de vulgarité systématique. J'en étais toujours extrêmement troublé, et ressentais du coup l'envie de sortir me saouler. Mais l'homme en question avait compris le jeu, l'avait analysé, en connaissait les tenants et les aboutissants, et sa parole me suffisait. Ma conscience politique était quasi inexistante depuis 10 ans, sauf comme élément d'ironie dans mes petites écritures. Quand je me préoccupais de nouveau du système dans lequel je devrais fonctionner, ce fut un homme beaucoup plus jeune que moi qui me le fit connaître, avec un mélange de passion et d'air frais. De sorte qu'il n'y avait plus de « je » qui vaille, plus de base sur laquelle je puisse fonder le respect de moi-même, hormis ma capacité à travailler illimitée, dont j'avais pourtant l'impression de ne plus disposer. C'était étrange de n'avoir plus de personnalité propre, d'être comme un petit garçon abandonné, tout seul dans une grande maison, qui se sait désormais libre de pouvoir faire tout ce qu'il veut, mais s'aperçoit qu'il n'a rien envie de faire. La montre a passé l'heure et c'est à peine si j'ai abordé ma thèse. Je doute un peu que cela intéresse tout le monde, mais si quelqu'un désire en savoir plus, il reste largement assez de réserve et votre rédacteur vous le dira. Si vous en avez assez, il suffit de le dire, mais pas trop fort car j'ai l'impression que quelqu'un, je ne sais pas qui au juste, dort à point fermé, quelqu'un qui aurait pu m'aider à garder boutique ouverte. Ce n'était pas Lénine et ce n'était pas Dieu. Manière avec précaution. J'ai raconté dans ces colonnes comment un jeune homme d'un exceptionnel optimisme vit se fêler toutes les valeurs, fêlures dont il ne prit vraiment conscience que longtemps après coup. J'ai raconté la période de désolation qui s'en est suivie, expliqué la nécessité de poursuivre, mais sans pouvoir recourir au célèbre vers de Henley. J'ai la tête de sang noyé, mais jamais je ne l'ai ployé. Un examen de mon passif spirituel indiquait en effet que,
n'ayant plus de tête, il m'était impossible de l'avoir ou non ployée. J'avais jadis eu un cœur, mais c'était à peu près la seule certitude qui me restait. C'était au moins un bon point de départ pour m'arracher au bourbier dans lequel je pataugeais. Je ressentais, donc j'étais. Il y avait eu des moments où de nombreuses personnes s'étaient appuyées sur moi, étaient venues me trouver lorsqu'elles avaient connu des difficultés, ou m'avaient écrit de très loin, croyant donc implicitement en mes conseils et partageant mon attitude envers l'existence. Qui répand les pires platitudes, qui, Raspoutine dénué de scrupules, est en mesure d'influencer la destinée de tant de gens, possède nécessairement une certaine personnalité. De sorte que la question consista alors à découvrir pourquoi j'avais changé, et en quoi, et à localiser la fuite par laquelle, à mon insu, mon enthousiasme et ma vitalité s'étaient écoulés goutte à goutte, de façon aussi régulière que prématurée. Une nuit d'épuisement et de désespoir, je me préparai une mallette et parcourus 1600 kilomètres pour aller réfléchir à tout cela. Je pris une chambre à $1 la nuit dans une petite ville sans charme, où je ne connaissais personne, et j'engloutis tout l'argent que j'avais sur moi dans une provision de viande en conserve, de biscuits et de pommes. Mais je ne veux pas par là vous faire croire que ce passage d'un univers excessivement confortable, un relatif ascétisme, fut en aucune manière une sublime quête. Tout ce que je désirais, c'était la tranquillité absolue, afin d'essayer de comprendre pourquoi je m'étais mis à considérer les choses tristes avec tristesse, les mélancoliques avec mélancolie, et la tragédie de façon tragique. Pourquoi, en d'autres termes, je m'étais peu à peu identifié aux objets de mon horreur ou de ma compassion. Cette distinction vous semble-t-elle trop subtile ? Tel n'est pourtant pas le cas. Pareille identification équivaut à la mort de toute réalisation. C'est ce genre de choses qui empêche les fous de travailler. Lénine ne supportait pas de bonne grâce les souffrances de son prolétariat, ni Washington celles de ses troupes, ni Dickens celles de ses pauvres londoniens. Et quand, un peu de la même manière, Tolstoï essaya de se mêler aux objets de son attention, tout échoua, n'étant que faux semblant. Je parle de cela parce que ce sont les hommes qui nous sont le mieux connus. C'était là brume dangereuse. Lorsque Wordsworth conclut qu'une gloire avait disparu de la terre, il ne se sentit aucune obligation de disparaître aussi, et Keats, la particule de feu, n'abandonna jamais son combat contre la tuberculose, ni, à ses derniers instants, son espoir de figurer au nombre des poètes anglais. Sordide et sombre sabordage que le mien. En aucune façon moderne, assurément. Pourtant, j'en avais vu d'autres y procéder. J'avais depuis la guerre vu le commettre une douzaine d'hommes d'honneur et d'industrie. Oh, je vous ai entendu. Mais non, c'est trop facile. Il y avait des disciples de Marx parmi ces hommes. J'avais été présent aux délibérations internes d'un de mes contemporains célèbres qui caressa 6 mois durant la possibilité de faire sa grande sortie. J'en avais vu un autre, non moins éminent, passer des mois dans un asile, incapable de supporter le moindre contact avec ses semblables. Et de ceux qui avaient renoncé et disparu, je pourrais nommer une vingtaine. J'en vins donc à penser que ceux qui avaient survécu avaient dû procéder à une rupture très nette. Il s'agit d'un mot fort, qui n'a pas la violence d'une rupture de ban, par exemple, qui signifie la plupart du temps qu'on est en route pour une nouvelle prison ou qu'on va vous ramener dans l'ancienne. La fameuse évasion, ou fuite loin de tout, n'est qu'excursion dans un piège, même si ce piège comprend les mers du Sud, qui ne sont faites que pour ceux qui veulent y pratiquer la voile ou y peindre une toile. La véritable rupture est celle sur laquelle il est impossible de revenir, qui est irrémissible parce qu'elle entraîne l'abolition du passé. Alors, dans la mesure où je ne pouvais plus remplir les obligations que la vie m'avait fixées, ou que je m'étais imposées moi-même, pourquoi ne pas anéantir la coquille vide qui, depuis 4 ans, donnait le change ? Il fallait que je reste écrivain parce que c'était pour moi la seule façon de vivre. Mais j'allais mettre un terme à toute tentative d'être un individu, d'être aimable, juste ou généreux. Il y avait abondance de fausses monnaies pour en tenir lieu, et je savais où en trouver à 5 cents le dollar. Au bout de 39 ans, n'importe quel œil attentif voit si le lait a été coupé d'eau, et le sucre mêlé de sable, si le diamant est du cristal de roche, la pierre du stuc. Donner de moi-même, c'était fini. De façon plus générale, donner allait maintenant devenir illégal
sous sa nouvelle appellation, le gaspillage. Cette décision fit naître en moi un certain enthousiasme, comme tout ce qui est à la fois réel et nouveau. Histoire de la mettre en œuvre, toute une pile de lettres prit le chemin de la corbeille à papier dès mon retour chez moi. Des lettres qui réclamaient quelque chose en échange de rien. Lire le manuscrit de tel, placer le poème de tel autre, parler gratis à la radio, rédiger des recommandations, accorder un entretien ici, là améliorer l'intrigue d'une pièce ou régler un problème familial, faire preuve d'égard ou de bonté d'âme. Le chapeau du magicien était vide. Depuis longtemps, un simple tour de passe-passe suffisait à en faire sortir toutes sortes de choses. Mais, à présent, pour changer de métaphore, ce ne serait plus jamais à moi que reviendrait de dévider le rouleau des paroles qui soulagent. Le même abominable sentiment continuait de me griser. Je me sentais pareil aux hommes que je voyais 15 ans plus tôt dans les trains de banlieue de Great Neck, avec leurs yeux en trous de vrille, ces hommes qui se fichaient que le monde s'effondra le jour suivant dans le chaos pour peu que leur propre maison fût épargnée. J'étais maintenant des leurs. J'étais l'un de ces aigres fins au refrain connu. Désolé, mais les affaires sont les affaires. Ou bien, vous auriez dû y songer avant de vous mettre dans ce pétrin. Ou encore, ce n'est pas moi qui m'occupe de ces choses-là. Et le sourire, oui, il allait falloir me trouver un sourire. J'y travaille encore à ce sourire, qui doit combiner ce que produisent le mieux les hôteliers, un vieux renard mondain expérimenté, un principal le jour de réception des parents, un liftier de couleur, une tapette qui fait des mines, un producteur qui se fournit à moitié prix, une infirmière qui prend son premier service, un mannequin qui pose pour sa première couverture, un extra plein d'espoir qu'une bousculade vient de faire échouer tout près de la caméra, une ballerine avec une ampoule à l'orteil, sans oublier, naturellement, l'immense rayonnement de chaleur et d'amour qu'on en partage tous ceux qui, de Washington à Beverly Hills, ne peuvent compter survivre qu'à grand renfort de mou et de simagrée. Même chose pour la voix. Je prends des leçons pour ma voix. Quand elle sera parfaitement au point, mon larynx n'aura d'accent de conviction que le timbre correspondant à celle de mon interlocuteur. Dans la mesure où l'essentiel de sa fonction consistera à énoncer le mot « oui », mon professeur, qui est avocat, et moi consacrons à cela des séances supplémentaires. J'apprends à y introduire la causticité polie, qui fait comprendre aux gens que, loin d'être bienvenus, leur présence n'est même pas tolérée et qu'ils sont soumis à un impitoyable examen de tous les instants. Ces accents-là ne coïncideront bien sûr pas avec le recours au sourire. Ils seront exclusivement réservés à ceux de qui je n'ai rien à espérer, les vieilles personnes usées ou les petits jeunes gens qui débutent. Ils s'en ficheront pas mal, vu que ce genre d'accueil, ils y sont habitués, c'est celui qu'on leur réserve presque tout le temps. Bon, suffit comme ça. Ce n'est pas le genre de choses dont on plaisante. Si vous êtes jeune et que vous m'écrivez pour demander à me rencontrer, afin d'apprendre comment on devient un homme de lettres, à l'air sombre, qui écrit des articles sur l'état d'épuisement affectif dont sont souvent victimes les écrivains qui débutent, si vous êtes assez jeune et assez idiot pour faire ça, je ne me donnerai même pas la peine d'accuser réception de votre lettre, à moins que vous n'ayez dans votre famille quelqu'un de vraiment très riche et de très important. Et si vous étiez en train de mourir de faim sous ma fenêtre, je sortirais en vitesse vous faire cadeau de mon sourire et de ma voix, même si les coups de main c'est fini, et j'attendrai auprès de vous que quelqu'un m'en dise 5 cents pour appeler une ambulance, à condition, évidemment, qu'il me paraisse y avoir là matière à un papier. Me voici enfin, aujourd'hui, devenu strictement écrivain. L'homme que je m'étais obstinément efforcé d'être a fini par me peser tellement que je l'ai viré de là, sans plus de remords qu'une dame noire vire une rivale un samedi soir. Que les gens de bien fassent donc le bien, que les médecins harassés se crèvent à la tâche en ne prenant qu'une semaine de vacances par an pour régler leurs affaires de famille, et que les médecins qui n'ont guère de patience se disputent les consultations à $1, que les soldats se fassent tuer et soient immédiatement admis au Valhalla de leur profession. Tels sont les termes de leur contrat avec les dieux. L'écrivain, lui, n'a pas besoin d'idéaux pareils, sauf à se les ériger lui-même. Or, l'auteur de ces lignes a jeté l'éponge. Le vieux rêve consistant à être un homme complet dans la tradition Good Byron Shaw, avec un rien d'opulence américaine, quelque chose comme la synthèse entre J.P. Morgan,
Topham Beauclerk et saint François d'Assise, ce rêve a rejoint sur le tas de vieilleries le harnachement porté une unique fois sur le terrain de foot de Princeton et la casquette militaire d'active jamais activement portée de l'autre côté de l'océan. Bon, alors, voilà où j'en suis de mes réflexions. La condition naturelle de l'adulte sensible est un état de misère modérée. Je crois également que, chez l'adulte, le désir d'avoir meilleure étoffe que celle dont on est fait, un effort permanent au mieux, comme disent ces gens qui gagnent leur croûte en utilisant ce genre d'expression, ne fait qu'ajouter à cette misère en fin de compte. Cette faim que connaissent notre jeunesse et nos espoirs. Mon propre bonheur, par le passé, était si souvent proche de l'extase qu'il m'était impossible de le partager avec quiconque, fût-ce la personne qui m'était la plus chère. Il me fallait l'épuiser en promenade par les rues et les sentiers tranquilles, n'en garder que des fragments à distiller en quelques petites lignes de livres. Et je crois que mon bonheur, ou mon don pour l'illusion, ou ce que vous voudrez encore, constituait l'exception. Il n'était pas condition naturelle mais artificielle, aussi artificielle que la prospérité. Et mon expérience récente est parallèle à la vague de désespoir qui a balayé la nation lorsque a pris fin la prospérité. Je me débrouillerai pour vivre selon ces dispositions nouvelles, bien qu'il m'ait fallu des mois pour m'en assurer. Et tout comme le stoïcisme rieur qui a permis aux Noirs américains de supporter ces insupportables conditions d'existence lui a coûté son sens de la vérité, il y a aussi, dans mon cas, un prix à payer. Je n'ai plus aucune sympathie pour le facteur, l'épicier, le rédacteur en chef, ni le mari de ma cousine qui, lui-même, va finir par me détester, de sorte que, jamais, la vie ne sera plus très agréable. Une pancarte « Kaoe Kanem » est en permanence accrochée au-dessus de ma porte. Je m'efforcerai, néanmoins, de faire un animal convenable, et pour peu que vous me jetiez un os avec assez de viande dessus, il se pourrait même que je vous lèche la main.